cap à présent sur le Mali. Affaire des 46 mercenaires, on en reparle, mais cette fois pour s'intéresser à la médiation mandatée par la CEDEAO, après avoir parlé de chantage, lorsque les autorités maliennes ont posé des conditions claires au gouvernement ivoirien. La CEDEAO a mandaté une délégation présidentielle, le président du Ghana, le président de la Zambie, le ministre des Affaires étrangères du Togo, mais également le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Toute cette délégation s'est rendue à Bamako pour parler, mais cette délégation a quitté Bamako sans déclaration. Des interrogations fusent. Général Issa Diawara, pouvons-nous parler d'un déplacement vain ou bien? Bonjour. Cette histoire de 49 mercenaires, là, vraiment, on va essayer d'en parler. Et la délégation de la CEDEAO est venue, mais après, il y a une autre délégation. Il y a eu les chefs d'État qui sont venus. Il s'agit de Nana Akufo-Addo et il y a Adama Barrow de la Gambie. Et ils étaient accompagnés du ministre des Affaires étrangères du Togo. Ils sont venus, ils ont discuté, mais il n'y a pas eu de point de presse à la sortie. Nous pensons que c'est un début de discussion. Et d'après mes informations, les choses avancent bien. En tout cas, il n'est pas exclu qu'on aille vers un dénouement de cette situation. Mais il y a des conditions drastiques qui sont posées. Mais connaissant Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pas s'il va satisfaire, en tout cas, aux conditions posées. Parce que Ouattara, c'est en réalité qu'il est en faute. Il connaît la responsabilité. Il l'avait déjà reconnu. Je pense que Ouattara a voulu faire quelque chose avec les autorités du Mali qui n'a pas marché. Il a tenté un coup qui marche beaucoup avec ses opposants en Côte d'Ivoire, mais il oublie que ça ne marche pas avec tout le monde, avec les pays voisins. On le dit en Bambara, c'est-à-dire quoi? Tu peux être le meilleur des enfants de ta mère, mais ne pas me dire être le meilleur des enfants de toutes les mamans du monde. C'est une erreur. Chez ta mère, tu peux être le meilleur. Tu peux être le meilleur en dribble là-bas. Mais auprès des autres mamans, tu es peut-être le dernier. Les autres mamans aussi ont fait des enfants dignes et compétents. Donc je pense que Ouattara a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu exploiter une communication du colonel Goïta. Parce que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui est venu, quand les négociations allaient déjà bien, on a déjà libéré 3 personnes. Et ce dernier a dit, mais Goïta a dit, mais si Ouattara est sincère, au moins dans le cadre d'un apaisement des situations, toi tu détiens toujours des hommes qui sont recherchés au Mali pour des détournements, pour des cas d'assassinat. Tu les gardes. Karim est poursuivi pour le cas d'assassinat des journalistes. Tu ne veux pas les livrer. Mais est-ce que tu es vraiment dans le cadre d'un apaisement ou bien de la stabilité au niveau sous-régional? La réponse est non. Donc, puisque Ouattara n'est pas dans ça, en disant cela, il voulait exploiter cette communication à outrance. Il dit, ouais, c'est une prise en otage, c'est un chantage. Il fait fi de tout. L'illégalité de ces hommes, tout, il voulait mettre tout à l'eau. Les 3 qui ont été libérés, tous les efforts, il a tout jeté à l'eau. Il a crié à l'aide CEDEAO, à l'aide ONU, que c'est une prise en otage. Vous voyez le jeu qu'il a fait. Comme une personne, une sorcière qui met ses 2 mains à la tête pour crier comme ça, pour mentir. C'est ce qu'il a tenté. Mais le Mali a été très, très malin. D'abord, le Mali a dit que la CEDEAO, c'était un dossier judiciaire, un dossier bilatéral. Ce ne sont pas des militaires de la CEDEAO, ce sont des militaires ivoiriens. Ça reste des militaires de Ouattara, pardon. Ça reste une histoire entre le clan Ouattara et bien sûr le Mali. On est allé au niveau de l'ONU, le discours du Premier ministre a été clair. Je pense que la CEDEAO a compris quelque chose. Donc quand il envoie encore ces hommes-là, quand ces hommes sont venus, Macky Sall a rebroussé chemin, c'est pas gratuit. Quand ces hommes-là sont venus, mais ils ont encore compris la réalité. C'est pourquoi il y a encore ce silence. En réalité, ces hommes-là savent qu'ils sont manipulés. Mais face à la vérité du côté du Mali, eux-mêmes, ils sont en difficulté. Et après eux, il y a le président de la Sierra Leone qui est venu. Lui, il dit qu'il est venu parce que lui-même, il est d'abord un militaire. C'est ce qu'il dit. Hein. Je suis en train de citer ces mots. Il dit qu'il est militaire et il est dans une visite amicale, une visite d'amitié, une visite de travail avec les autorités du Mali. Donc, le président de la Sierra Leone dit que bien sûr, il plaide pour la libération de ces hommes, et qu'il va travailler dans ce sens. Donc il a pris connaissance de beaucoup de choses
Tous ces présidents-là savent que le Mali tient la réalité. Si c'est le Mali qui est supplié, c'est bien sûr parce que le Mali tient le bon bout. Donc le jeu de jambes que Ouattara a tenté, il a tué la médiation togolaise. Ce n'est pas gratuit que le président togolais a refusé de venir. Parce que c'est lui qui a tué la médiation togolaise en voulant jouer au plus malin et il s'est fait avoir dans son propre piège. Et aujourd'hui, il se remet à une médiation de la CEDEAO. Et on l'avait dit au début qu'il allait tuer la médiation togolaise. Et bien sûr, il sollicite aujourd'hui une médiation de la CEDEAO. Est-ce que le Mali veut de cette médiation? Je crois que non. Le Mali, d'après mes informations, a dit à la CEDEAO de se remettre simplement à la médiation togolaise. Le Mali tient à la médiation togolaise et Ouattara est en train de supplier, de pousser vers une médiation de la CEDEAO. Voici là où nous en sommes. Pour le moment, on n'a pas bougé de la situation, nous sommes à ce niveau. Il y a une crise de confiance. Les autorités du Mali ne font pas confiance à M. Ouattara. Tout le problème, c'est un problème de crise de confiance. Les autorités du Mali n'ont pas confiance à M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, je pense que le bras de fer va continuer. Ngouti, hier, oui, la médiation togolaise. Aujourd'hui, une médiation de la CEDEAO, une délégation présidentielle, il faut le dire, juste après des visites amicales de la part de personnalités. Qu'est-ce qui fâche? Pourquoi les conditions posées par les autorités maliennes coincent? Pourquoi ces conditions posées ne sont tout simplement pas respectées par le gouvernement ivoirien? Vous savez, chers journalistes, moi je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je vais vous répondre rapidement et clôturer par l'actualité, surtout du jour, qui est le Burkina Faso. Moi je dirais tout simplement que le Togo fait une médiation, le gouvernement togolais. Je peux comprendre que je salue. Mais l'État togolais ne peut pas faire une médiation au Mali auprès de Goïta pour faire libérer des prisonniers, soi-disant, qui sont ces militaires, alors qu'au Togo, il y a des prisonniers politiques qui sont enfermés en prison alors qu'ils n'ont pas été jugés. Vous savez, à un moment, il faut aussi être raisonnable. Il ne faut pas se voiler la face. Que le gouvernement togolais soit dans une médiation de paix pour faire libérer ces mercenaires, je peux comprendre. Mais nous disons d'abord que l'État togolais doit libérer les prisonniers politiques, des camarades qui sont des panafricanistes, des activistes enfermés au Togo pour être crédibles. Et une fois que l'État togolais le démontre que lui-même il est crédible à ce niveau, alors sa médiation, pour moi, je soutiendrai à 100%. Mais pour le moment, j'ai plus l'impression que ce sont des coups médiatiques, que chacun essaye de se positionner parce que en ce moment, c'est le sujet qui donne la popularité, que la jeunesse africaine est derrière le gouvernement malien, son Excellence Assimi Goïta. Donc, il y a peut-être des États qui, je ne sais pas s'ils sont lâchés ou commencent à être lâchés par l'État français, veulent se positionner dans ce dossier. Donc, moi, je profite vraiment pour inviter l'État togolais à libérer les prisonniers politiques au Togo et continuer de faire la médiation en cours avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Et là, ça sera vraiment crédible. C'est tout ce que je peux répondre à ce niveau. Et je finirai en disant que pendant que vous êtes en train de parler, il y a eu un communiqué de la présidence du Burkina Faso. Vous savez que l'élément d'Amiba continue de réagir par communiqué, où il continue de dire qu'il est président et qu'il appelle le capitaine Ibé Traoré et ses éléments à regagner leur base militaire et qu'il y a des éléments qui tentent d'utiliser je ne sais quoi pour déstabiliser le pays. Cher peuple africain, jeunesse burkinabé, ces déclarations ne sont que des éléments de langage d'un homme sous contrôle des conseillers de l'Élysée. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, Damiba n'est plus président de Burkina Faso. Et c'est dans ce sens-là que, au nom de la confrérie, au nom de la LDNA, nous appelons la jeunesse, les populations
à sortir pour manifester, pour soutenir nos camarades qui sont sur le terrain. Ce n'est pas pour soutenir des militaires ou qui que ce soit, mais c'est pour revendiquer votre lutte. Demander le départ, l'expulsion de l'ambassadeur, la fermeture des bases militaires, la déchirure des coopérations qui existent entre la France et le Burkina, des signatures d'accords militaires multiples avec d'autres partenaires, comme la Russie, parce que la France ne peut plus continuer à avoir le monopole dans nos pays. Et je dis vraiment à mes camarades panafricanistes que le panafricanisme n'est pas la pierre angulaire de la gabégie. Nous sommes fatigués à un moment de célébrer l'inhumanité de toutes nos tragédies. Pour les Africains éclairés aujourd'hui, l'hégémonie de la France ne sera jamais une thérapie. Donc la misère, la corruption, le tribalisme, le népotisme et l'ingérence sont des maladies qui rongent l'Afrique, qui rongent ses gardiens de concentration, parce que ce sont des armes de destruction massive utilisées par l'oligarchie française et ses alliés pour nous bâillonner, pour déstabiliser nos pays. Donc, les sous-paupières de la République des Lumières négrières, le sous-sol africain est un paradis que nous devons protéger. Le Burkina Faso est un paradis. Ils ont tué Thomas Sankara, mais aujourd'hui, il y a plein de sankaristes. Ils peuvent vous tuer, ils peuvent nous emprisonner. Mais cette lutte-là, personne, je dis bien personne, ne peut plus nous empêcher ou bâillonner la lutte d'une jeunesse de tout un continent en essayant de faire croire que si les jeunes se lèvent au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, que derrière, c'est forcément parce qu'ils sont pro-russes ou qu'il y a la Russie derrière. Ça, c'est de la manipulation. C'est une façon d'occulter l'opinion, la raison. Ce sont des propagandes de guerre, parce que nous sommes dans une guerre hybride cognitive. Et ça, je tenais à le dire à la jeunesse de burkinabé. Cette fois-ci, ne faites plus confiance à personne, à part vous-même, à part le peuple, et défendez-vous. Parce que nous sommes arrivés à un point où on ne va pas à chaque fois faire des coups d'État, retourner en arrière. À un moment, il faut construire. Trouvons la personne nécessaire qui peut prendre la tête du Burkina Faso pour reconstruire le Burkina Faso. Nous sommes nés sur un continent richissime, séquestrés dans les mains de sales personnes qui sont des nègres domestiques, assoiffés, des négroïdes qui n'hésitent pas à vendre leurs propres semblables pour faire plaisir à la France. Et ça, à un moment, il faut le stopper. Nous savons tous que nos convictions panafricaines les dérangent. Et c'est pour ça que nous allons continuer à nous battre. La France va goûter aux délices géopolitiques d'une jeunesse africaine réveillée, déterminée. Et ça, personne ne pourra l'arrêter. La France et l'Occident se sont toujours nourris des matières premières de l'Afrique. Mais cette fois-ci, l'Afrique ne sera plus la mamelle nourricière d'une oligarchie corrompue, obèse, qui exploite tout un continent. Merci beaucoup. Monsieur Batengene, on revient encore sur les conditions posées par les autorités maliennes qui étaient assez claires concernant ces personnalités maliennes qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux et qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Une des conditions parmi d'autres qui, selon les autorités ivoiriennes, constitue une prise d'otage de la part des autorités maliennes. Qu'est-ce qui fâche dans ces conditions posées par les autorités maliennes, de telle enseigne qu'aujourd'hui on assiste à une autre médiation de la part de la CEDEAO? Ce qui fâche et ce qui inquiète Abidjan, c'est qu'on lui enlève ses moyens de chantage. Demander des personnes qui sont recherchées du fait d'infractions commises du point de vue de la justice malienne au Mali, refuser de les extrader dans le cadre d'un échange, ce n'est pas simplement parce que le président ivoirien ne veut pas récupérer ses mercenaires, mais c'est qu'il sait qu'il perd son moyen de chantage, ses moyens de pression sur le pouvoir de Bamako.
dans la perspective même de ces mercenaires, leur objectif c'était de réaliser un forfait au fin de ramener ces gens-là qui sont actuellement à Abidjan, dans des palais, dans des résidences feutrées, que ces gens reviennent comme étant les sauveurs du Mali, comme étant les nouveaux leaders du Mali. Il s'agit des larbins qui sont couvés par M. Ouattara, qui sont protégés par M. Ouattara. Il s'agit de la réserve de la France-Afrique pour le Mali. Et en tant que tels, ils sont une ressource précieuse protégée par la France, protégée par M. Ouattara, leur larbin en chef, despote, sanguinaire, dictateur de Côte d'Ivoire. M. Ouattara ne veut donc pas, il ne peut même pas décider d'extrader la ressource de la France-Afrique sans l'autorisation du patron de la France-Afrique, j'ai nommé le jupitérien M. Macron, patron de la junte française. Le patron de la junte française ne peut pas donner une telle autorisation parce qu'à ses yeux, ces 46 mercenaires, excusez pour le terme que je vais utiliser, pour lui c'est des farfelus qui ne comptent pas. Ils étaient de petits exécutants, là-bas à l'autre bout, aux confins de la chaîne. Imaginez-vous, Ouattara est un exécutant au sommet. Et Ouattara donnait des ordres. D'ailleurs, quand vous voyez, même la Sierra Leone vient les demander, vous voyez que les patrons de ces gens véritablement commencent à venir supplier pour les voir. C'est pas un hasard si la Sierra Leone vient chercher, vient jouer les intermédiaires. Chaque pays que vous voyez là-bas, Madame Capen, a un ressortissant dans cette affaire. Et M. Ouattara qui a simplement supervisé le recrutement de ces mercenaires, qui a assuré leur formation et leur a donné le passeport ivoirien. Vous croyez que lui, en tant qu'intermédiaire, il peut agir à l'insu de son patron, le jupitérien patron de la junte française, Emmanuel Macron? Il ne peut pas le faire. M. Ouattara est un exécutant intermédiaire qui est aux ordres. C'est pourquoi les 46 mercenaires qui sont des exécutants au bout de la chaîne, au très bas niveau, dans la hiérarchie, ils sont vraiment parmi ce qu'on appelle les hommes de terrain. Ils ne comptent pas. La vérité est que les Maliens accordent bien plus d'importance et traitent ces gens de manière bien plus importante que la France-Afrique et la jeune française. La jeune française considère qu'il s'agit de farfelus, de simples hommes à qui on avait confié une mission et qui ont échoué. D'ailleurs, leur sécurité est plus assurée au Mali que lorsqu'ils rentreront là où ils ont échoué leur mission. Donc voilà un peu la situation. C'est pourquoi vous avez les Boubou Sissé qui ne peuvent pas rentrer. C'est la ressource que Macron a comme carte, comme son joker, qu'il peut jouer à tout moment si jamais les terroristes. Quand vous voyez les menaces de la CEDEAO, c'est pour les Boubou Sissé. Si ils interviennent, s'ils peuvent renverser le pouvoir de Bamako, c'est pour installer des Boubou Sissé qui gouverneront des cailloux parce qu'on se demande bien, parce qu'ils n'ont aucune légitimité et dont le peuple malien ne pourra jamais se soumettre à leur autorité. Voilà la véritable raison qui amène à ne pas échanger ces hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui oblige à comprendre que le Mali, en voulant éliminer ce couperet, cette épée de Damoclès, a le champ libre. Le Mali aujourd'hui est en train de regarder l'horizon, de scruter l'horizon avec beaucoup plus d'espoir. Pourquoi? Le pouvoir de Damiba est tombé. Bazoum est le prochain sur la liste. Ouattara va tomber. Les hommes là, les 46 mercenaires, le Mali n'a que foutre de garder 46 aventuriers sur son territoire. Ils sont des criminels en puissance, mais des criminels qui n'ont pas encore réalisé leur forfaiture. Donc le Mali peut renvoyer balader ces 46 aventuriers de là où ils viennent. Mais il serait mieux, et le Mali le sait, de les renvoyer dans un territoire assaini. C'est pourquoi, Madame Capen, nous avons
la foi que les 46 mercenaires en question rentreront en Côte d'Ivoire, sans même échange. Si les Boubou Sissé auront le courage de rester encore au Burkina, en Côte d'Ivoire, lorsque la révolution aura pris le pouvoir. Lorsqu'il y aura un pouvoir révolutionnaire à Abidjan, lorsque des militaires courageux ivoiriens prendront le pouvoir en compagnie de la société civile, c'est-à-dire le peuple ivoirien, vous allez voir une chose. Dès le lendemain même, c'est les autorités maliennes qui appelleront pour dire est-ce que vous souhaitez récupérer ces 46 mercenaires. Parce que quand ils vont rentrer là-bas, vous verrez une chose. Les 5 Ivoiriens de la bande seront jugés pour mercenariat en Côte d'Ivoire. Mais le reste qui appartient à des nationalités différentes, eh bien d'abord on va leur enlever les passeports ivoiriens. Ils seront jugés pour avoir falsifié les documents de la République ivoirienne, si jamais ils n'ont pas la nationalité ivoirienne. Parce que s'ils ont la nationalité ivoirienne, alors là, ils seront en droit d'avoir ces passeports. Mais s'ils ne l'ont pas, chacun d'eux sera jugé sur le sol ivoirien. C'est même le Mali qui va s'en occuper. Et si jamais ils n'ont pas de nationalité, chacun d'eux sera extradé dans son pays. Et là, vous allez voir le scandale qui va en découler au sein de la CEDEAO. Le Mali, pour l'instant, le fait que la Côte d'Ivoire refuse d'extrader les Boubou Sissé, ce n'est que remettre à plus tard le problème. Ce n'est pas le résoudre, ce n'est même pas non plus faire pression sur le Mali. C'est les garder pour une situation qui sera davantage dans l'intérêt du Mali. Dès que le pouvoir révolutionnaire sera au pouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire, vous verrez que cette situation sera tellement avantageuse pour le peuple malien. Et nous savons que c'est dans quelques jours. Nous parlons maintenant en termes de jours. La Côte d'Ivoire, c'est en termes de jours. Le Burkina s'est plié. Le Niger, c'est à partir du 9 octobre. Il faut que les téléspectateurs le sachent. À partir du 9 octobre, ça commence au Niger. Et la Côte d'Ivoire, c'est dans quelques jours. La Côte d'Ivoire va tomber. Les 46 mercenaires entreront en Côte d'Ivoire où ils seront jugés. Professeur Mbelek, une délégation présidentielle mandatée par la CEDEAO s'est rendue à Bamako pour des échanges afin de négocier concernant cette affaire des 46 mercenaires. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a précisé que ce dossier est une affaire bilatérale et judiciaire et que les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Quelle est votre appréciation de la situation, professeur? Franchement, la CEDEAO, c'est une organisation qui mérite d'être dissoute, quoi. Parce qu'en termes d'illégalité, il n'y a pas mieux. Vous avez dit, Abdoulaye Maïga a signifié ce que le gouvernement malien attend. Pourquoi ces soi-disant chefs d'État de la CEDEAO n'écoutent pas la transition malienne? Pourquoi? Ce sont les autorités constituées comme eux. Élus ou pas élus, je ne regarde même pas celui qui a été mal élu. Hein. Élus ou pas élus, ils sont légitimes puisqu'ils ont l'assentiment du peuple. Sinon, ça se saurait. Quant à ceux qui prétendent qu'eux ont la légalité, nous savons que beaucoup d'entre eux sont mal élus, mais ce n'est pas le problème. On laisse pour l'instant. Juste pour parler de M. Ouattara et son 3e mandat, vous voyez ce que je veux dire? Et le nombre de morts, et celui que j'oublierai jamais, on a coupé la tête, on a tapé dedans comme un ballon de football. Donc, M. Ouattara a des comptes à rendre à ce niveau-là. C'est pas le plus sain. Le plus sain, le plus juste jette la première pierre au gouvernement malien. Vous voyez bien, ils ont beau jeter la pierre, nous savons qu'ils ne sont pas des saints, parce qu'ils ont plein de cadavres dans le placard. Voilà. Ouattara, on sait quelque chose. Mbalo, lui-même, on sait quelque chose. Alors, donc, pourquoi trois chefs d'État là où un seul suffirait? Là où même une seule délégation diplomatique suffirait? Pourquoi 3 chefs d'État? Et pourquoi 3? Pourquoi pas 4 dans ce cas-là? Puisqu'on est déjà dans la pluralité. En Égypte, ça commence à 3. Pourquoi 3 chefs d'État pour aller influencer? En fait, ça dit qu'on est dans ce jeu d'influence. Ils espèrent influencer, intimider le gouvernement de transition, qui a déjà démontré par ailleurs qu'elle n'est pas intimidable. Donc, pourquoi c'est inutile? Alors, revenons donc à l'œuf, au veau. Les 46 qu'on demande de libérer,
Mais on libère des gens. Sur quel motif? Parce que le motif qui fait leur détention, on le connaît. Et la justice malienne doit apprécier. C'est elle qui qualifie les faits, puisque ça s'est fait au Mali. La justice malienne qualifie les faits. Elle a déjà qualifié. Ce sont des mercenaires. Maintenant, ils méritent jugement. Alors, maintenant, eux, ils demandent qu'on libère les 46 là. Quel est le motif? Pourquoi on va les libérer? Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? Ils vont influencer le gouvernement malien pour qu'il se dédie, c'est-à-dire que récuse sa propre justice, récuse le Premier ministre qui a parlé à l'ONU, pour faire plaisir à 3 chefs d'État. Leur légitimité, j'en parle pas, on va dire. Ouais. Quel est le motif qui demande qu'on libère les 46? Autre chose, si ce sont 46 militaires ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ivoiriens, ils étaient vraiment en mission. Admettons. Le gouvernement malien se sent en danger. C'est à eux d'apprécier le danger. Pourquoi ils vont libérer 46 soldats qui, pour eux, viendront encore les affronter plus tard? Mais non, ils ont un avantage. Ce sont des militaires. On ne perd pas un avantage militaire comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont en échange? Ils ont dit, ok, on veut bien, on cédait. Mais qu'est-ce que nous avons en échange? C'est comme ça qu'on raisonne en termes de stratégie militaire. Qu'est-ce qu'on a en échange? Parce qu'on a un avantage là, pourquoi on va le perdre? On n'a pas demandé aux Ivoiriens, supposons que ce soit Ivoiriens, hein, simplifions les choses, de venir se jeter eux-mêmes dans la gueule de la justice malienne quand même. Et puis ils se les parjurent. Ils ont même été jusqu'à, je parle des gens de la CEDEAO, ils ont même été jusqu'à dire que ces 36 qui sont restés au Mali étaient des otages. Mais otages, c'est vous-même qui êtes venus dans la gueule du loup. Le loup n'a pas été vous chercher, il ne vous a pas kidnappé. Vous êtes tombé, vous êtes venus vous-même. Et le loup a, gardons ce langage pour leur faire plaisir, c'est faux, le loup a un motif pour vous retenir, il a un avantage. Et il vous dit, je veux bien, mais faire cet effort-là, mais vous aussi, vous avez des gens là-bas, nuisibles, que notre justice, nos autorités ont déjà apprécié. Vous nous les renvoyez, ce sont des Maliens, on les veut. Ils ont donné des noms. Pourquoi on ignore tout ce que le gouvernement de transition demande? Pourquoi on veut imposer? En fait, on veut les emmener à se récuser, et dès qu'ils vont s'être récusés, ils vont être mis à dos avec leur propre peuple, alors qu'ils ont le soutien du peuple. Vous voyez que c'est impossible. Ils ne peuvent pas se récuser, c'est impossible. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la CEDEAO va de ridicule en ridicule. C'est impossible. Ils veulent gagner sur le tapis vert. C'est comme ceux qui veulent gagner le match de football sans jouer. Ils sont tellement mouilleurs qu'ils cherchent des petits trucs, des combines, pour dire que, oui, bon, pour telle ou telle raison du règlement qu'ils inventent à l'occasion, vous êtes battu au tapis vert. Ils ne veulent pas jouer le match. Parce que si ils jouent, ils vont perdre. Le match, il ne peut pas être sorti gagnant. Donc, ils viennent là, 3 chefs d'État pour faire de l'intrigue, de l'influence. Mais, mieux, peut-être pour recruter, peut-être pour passer des petits messages, comme c'est les chefs d'État, ils ont beaucoup d'avantages dans la circulation des informations, la valise diplomatique et tout ça. Pourquoi 3 chefs d'État? Je repose la question. Moralité, nous, on exhorte le gouvernement de transition malien de ne pas céder. Ces gens-là, leur démarche, dès le départ, est une démarche de force ennemie. J'ai dit ici qu'on peut faire la guerre à ses propres frères. En tout cas, moi, Jean-Paul Bellec, je suis prêt à le faire si c'est nécessaire. On peut faire la guerre à ses propres frères s'ils sont sétiens. Ce n'est pas interdit. Force est à celui qui a la justice, le vrai, le juste, l'équité pour lui. Ceux qui sont tordus là, frère ou pas frère, on les condamne. Un point trait. Donc, ne cédez pas à cela. Soit disant, c'est les chefs d'État ouest-africains sont quand même venus à 3. Ce n'est pas les 3 ramages, quoi. Hein? Et personne n'est petit Jésus au Mali. D'accord? Donc ne cédez pas. Si oui, vous avez un avantage contre, c'est un échange de bons procédés. Vous avez demandé quelque chose, on vous le donne, à ce moment-là on peut discuter. Et encore, on peut discuter seulement. Ok? Ne cédez pas. Si vous cédez à ce niveau-là, d'autres choses vont venir et puis vous allez vous mettre à dos le peuple et les panafricanistes. Le peuple même est panafricain déjà. Ne cédez pas à ce chantage. Ne cédez pas. Restez aussi solide, dur. C'est ainsi que vous faites respecter jusqu'à présent. Force à la loi, bien sûr. Et là, en l'occurrence, la loi malienne.
Monsieur Nestor Podassé, que doit-on attendre de ces nouvelles médiations? Rien du tout. On ne doit rien attendre de cette nouvelle médiation. C'est les mêmes combines, mêmes mascarades, même démarches des sorciers. Ça, on appelle ça la danse des sorciers. C'est les sorciers qui cherchent à protéger leurs camarades sorciers. Donc, on a attrapé en flagrant délit de sorcellerie. Voilà, comme c'est un club de sorciers, donc ces camarades sorciers cherchent à les dédouaner. Sinon, ils n'ont rien de nouveau à nous proposer. La justice les a dit, c'est des mercenaires. Qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas des mercenaires avec des documents en bonne et due forme. C'est-à-dire des documents de mission, donc on les a vus en train d'aller à la mission et qu'ils doivent utiliser ces documents-là pour entrer au Mali légalement. Du moment qu'il n'y a pas ces documents, c'est une usurpation, c'est illégal, donc ça ne tient pas, ils doivent bouger, Et la justice les a attrapés, ils doivent purger les peines. Maintenant, Ouattara rentre en négociation, Pilcheri Bali part pour connaître la vérité, Ouattara l'empêche de dire la vérité, on l'amène en prison. On libère 3 femmes par humanité. Au lieu que Ouattara libère les 3 femmes, Ouattara laisse et puis il fait la diversion. Ouattara fait la diversion pourquoi? C'est pour empêcher les Africains de se concentrer sur les preuves que le Mali a déposées à l'ONU contre la France. Je vous ai toujours dit ça, c'est la diversion. Faire des sommets comme ça. Comme il a des garçons de course aussi capables de cette mission, au lieu de se soucier de comment développer leur pays, quels sont les projets que je dois mettre en programme, en œuvre pour le développement de notre jeunesse, il laisse ça de côté et c'est pour courir maintenant pour des vassaux en vassaux, pour faire des courses de leur maître Macron. Alors là, c'est très très grave, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Donc ce que je peux dire, les Maliens n'ont pas tenu bon. De toutes les façons, l'opinion internationale et africaine les a donné tort. Ils ne peuvent plus avoir raison. Donc pas de raison de reculer, nous devons rester focus et continuer à leur dire qu'ils doivent céder aux exigences des autorités maliennes. Ou à défaut, les mercenaires vont rester au Mali et puis être traités comme des mercenaires, naturellement. Donc pour moi, cette visite, c'est une visite de chantage de trop, selon moi. C'est des chantages de trop. Il est temps qu'Assimi arrête de les recevoir. Voilà, c'est clair, il faut leur donner un message clair. Maintenant, s'ils vont oser attaquer, ils n'ont qu'à attaquer, on va voir. J'ai dit ça la fois dernière ici, et aujourd'hui là, moi quand je dis, je ne parle pas pour parler, quand je dis, je fais. Je ne suis pas un bavardage creux. Quand je suis pratico-pratique, j'enseigne et moi-même je pratique ce que j'enseigne. Parce qu'on dit Pythagore n'enseigne que ce qu'il connaît. Donc, quelqu'un qui enseigne et qui ne fait pas ce qu'il enseigne, ce n'est pas un vrai enseignant accompli. C'est ce que tu expérimentes que tu viens implémenter aux autres. Donc, moi j'ai dit, Mali n'a qu'à rester serein, le peuple africain va répondre. Si Alassane Ouattara ose faire du mal au Mali au nom de l'OTAN, il va voir la réplique de la jeunesse panafricaine. S'il ose le faire, le Niger ose le faire au nom de l'OTAN, il va entendre la réaction de la jeunesse panafricaine. Pour l'ambassade de France et le consulat de France au Burkina, je dis ça, c'est avant vous. Voilà, d'ici demain, s'il n'y a pas évolution favorable à notre côté, on va encore monter aux enchères pour mener encore d'autres actions plus fortes que je n'en parlerai pas ici. Mais ça vient étape par étape. Donc c'est pour vous dire que Assimi Goïta ne doit pas avoir peur, il n'a qu'à rester serein. La jeunesse panafricaine est avec lui. Nous sommes déterminés, nous sommes debout, nous sommes engagés, nous allons aller jusqu'au bout. Soit ils acceptent les exigences des autorités maliennes, soit on les traite comme des mercenaires. Mais nous sommes prêts à défendre le Mali, coûte que coûte, vaille que vaille, quel que soit ce qui va arriver. Nous sommes prêts, plus que déterminés. Donc nous sommes avec le Mali. Le Mali ne doit même pas avoir peur. S'il dit rien, le Mali n'a qu'à nous informer seulement. Nous, au Burkina, on sait ce qu'on va faire. Les gens nous connaissent pour ça. Nous, on est pragmatiques. On ne tourne pas. La jeunesse burkinabé est très forte dans ça. Merci beaucoup. On rappelle que demain, dans le cadre des 2 débats panafricains, les téléspectateurs auront l'occasion de suivre cette actualité au Burkina Faso de bout en bout. On aura bien sûr M. Nestor Podassé encore demain sur les antennes d'Afrique Média qui donnera de nouvelles informations, du moins des informations fraîches concernant la situation au Burkina Faso, coup d'État, le lieutenant-colonel Damiba qui a été renversé. Soyez restés scotchés sur Afrique Média. Demain encore, vous aurez des informations inédites venant de Ouagadougou. Alors, Monsieur Ngoutou, je vous renvoie cette question. À quoi s'attendre? Que doit-on attendre de cette nouvelle médiation?
Général Issa Diawara, la question également vous est posée. Que doit-on attendre de cette nouvelle médiation? Médiation, en fait, moi, je suis toujours sur ma conviction ultime. Ouattara ne veut pas de la libération de ces hommes. C'est ma conviction de départ. Je peux être seul dans ça, mais en réalité, je crois à cela bec comme ongle. Ouattara, je pense qu'il est plutôt en mission de Macron et que c'est pas Ouattara qui a le dernier mot. Je pense que ça se décide ailleurs. C'est quand vous voyez Macron et Ouattara courir, aller, à chaque fois qu'il y a moindre chose en Afrique de l'Ouest, voici un monsieur à son âge. Il court, il rejoint Macron pour aller prendre son avis d'abord. Cette situation au Burkina, Macron court encore pour rejoindre Macron. Pour lui, c'est Macron qui décide tout. Ouattara fait partie de cette gamme de vieux africains qui pensent qu'en réalité, la France est capable de donner de vie et est capable de prendre de vie. La France est le substitut de Dieu, l'alternative de Dieu. La France est l'incarnation de Dieu. Je pense que Ouattara fait partie de cette classe de complexés. Pourquoi je dis, je crois que Ouattara ne veut plus finalement de leur libération? Tout seulement parce que quand vous voyez à quel point il est en train d'instrumentaliser ce dossier, qu'est-ce qui lui a été demandé au niveau de la médiation togolaise? On lui dit, mais reconnais tes erreurs, présente tes excuses, et puis on avance. C'est tout ce qui a été demandé à Ouattara. Mais quand on était, 3 personnes étaient libérées, on dirait que là, il a compris que les choses allaient partir vite. Ouattara, tout de suite, il a changé de pied de pédale. Il fait sortir un communiqué. Il nie avoir présenté ses excuses. Il a tout nié à bloc. Il reprend à zéro. Mais on n'a compris rien. Même la médiation togolaise est surprise de son attitude. Et ensuite, maintenant, il appelle au secours la CEDEAO, l'ONU. Ça ne suffit pas. Ces présidents commencent leur démarche. Je ne sais pas. Macky Sall, finalement, on ne comprend rien dans sa démarche. Vous savez, moi, je pense Ouattara est en train de signer sa chute comme ça. C'est son arrêt de mort. J'ai tout le temps dit qu'il est en train de jouer avec les faits dans ce dossier. Vous avez vu tout ce qu'il a tenté, son jeu de jambes, ça ne marche pas avec ces jeunes. Il arrête la pauvre dame qui connaît la vérité. Et il veut conditionner la libération de cette dame, la poule chérie Ballet, à son silence. Mais qu'est-ce qu'il cache? Mais pourquoi il a peur? Si c'était le cas, pourquoi il remet tout le monde? Je pense Ouattara veut utiliser le dossier de ces 46 mercenaires pour créer une guerre entre la CEDEAO et le Mali. Parce qu'il sait que seul, il ne peut pas s'affronter au Mali. Donc comment entraîner toute la CEDEAO dans la guerre contre le Mali? C'est pourquoi juste après le départ de ce président, il y a le président de la Sierra Leone qui est venu. Il est venu parler un langage clair ici, il dit vraiment lui-même il est militaire. Et à attendre ce président parler, on comprend qu'il n'est pas vraiment... Il sait beaucoup de ces dossiers et qu'en réalité il n'est pas prêt à jouer au jeu de M. Ouattara. Mais Ouattara c'est un diable, hein. Il continue et il pense que ce qu'il a réussi en Côte d'Ivoire là-bas, il va le réussir avec le Mali. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Expliquer les Ivoiriens, mais excusez le Mali, mais c'est 4 fois la superficie de la Côte d'Ivoire actuellement. Mais Ouattara, il se trompe. Hein. Je pense qu'il est habitué à jouer avec des gens, à jouer sur les nerfs. Cette fois-ci, il ne sait pas à qui il a affaire. Il a affaire avec des gens qui connaissent la guerre depuis plus de 1000 ans, depuis bien avant l'arrivée de Jésus, puisqu'il est allé au Vatican là-bas, supplier les papes, et se faire appeler Dieu donné Gaspard là-bas. Mais ça ne marche pas avec nous. Vraiment, Ouattara, je pense qu'il perd son temps. Danima vient de tomber. Ouattara qu'il fasse attention. Je sais que prochainement, même s'il n'est pas le prochain sur la liste, en tout cas, il n'est pas loin de la liste. Ils peuvent continuer à mentir aux Ivoiriens. Nous sommes des démocrates. Nous, ici, là, on veut le développement. Quel développement? Vous parlez de quel développement même? Il y a quel développement là-bas? Nous avons des informations. La Côte d'Ivoire aujourd'hui sous Ouattara, c'est le pays le plus endetté de la zone yémois. Personne ne peut me dire le contraire. Il parle de quel développement même? Il y a quel développement? Ou il est en train de casser la maison des gens? On lui dit qu'il n'y a pas de route ici. Chez les autres, il ne faut pas confondre les développements. En tout cas, il ne faut pas confondre les infrastructures au développement humain. Est-ce qu'il peut aller dire aux forestiers ivoiriens que oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avance, qui est développé aujourd'hui? Est-ce qu'il peut dire ça? Il peut dire à celui que ces microbes ont fait massacrer les parents parce que pour que lui, Ouattara, soit présent, que la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe. Que peut-il dire aux prisonniers politiques qui sont chez lui en prison et pendant plus de 10 ans qu'ils sont en train de couper en prison, tout seulement à cause de lui, Ouattara, son ego, que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se développe? C'est ça le développement? C'est ça sa réconciliation?
Combien d'Ivoiriens sont en prison? Il fait comme s'il n'y a pas de gens en prison chez nous. Ah, mes hommes sont détenus au Mali. Il y a combien de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Il y a combien de militaires qui sont prisonniers là-bas? C'est quoi cette histoire? Il peut tromper son peuple. Mais il ne peut pas nous tromper. Il peut tromper. Je pense que il est avec le réseau, à coup sûr, avant le point final de ce programme, Monsieur Issa Diawara peut-être reviendra pour un dernier mot. Monsieur Batengene, en quelques mots, s'il vous plaît, que doit-on attendre de cette médiation? En quelques mots, nous sommes en train de refermer le programme. Pas grand-chose, pas grand-chose. La médiation, c'est un gain de temps dans la stratégie de l'OTAN. La médiation n'a pas le sens de trouver un dénouement. Souvenez-vous des accords de Linas Marcoussi, des accords de Lomé, de Togo, de Lomé, des accords qui ont été passés avec même de Libreville dans le cadre de la crise ivoirienne. Chaque fois qu'on a entraîné le président Gbagbo sur un territoire ou bien sur un terrain de négociation, c'était pour qu'il fasse plus de concessions. En fait, la stratégie, c'est de vous fatiguer à la négociation, de vous amener à faire des concessions et qui finalement pourraient se installer la chienlit sur votre territoire. C'est ce qui est souhaité. Aujourd'hui, si M. Ouattara refuse la négociation togolaise, c'est essentiellement parce qu'il considère que le Togo, dans la hiérarchie de la France-Afrique, du point de vue du rapprochement avec la jeune française préfère à placer la Côte d'Ivoire comme étant le leader des pays francophones dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Donc le Togo, qui est un pays subalterne du point de vue de Ouattara, ne peut pas venir jouer la médiation quand la Côte d'Ivoire a un problème. C'est pourquoi Ouattara travaille à ce que ce soit la CEDEAO. Il veut rester le leader dans ce bloc-là. Donc aujourd'hui, si la médiation, moi j'avais pas toujours apprécié, je ne croyais pas que la médiation togolaise allait produire des effets, mais ça a quand même permis aux Maliens de voir qu'il y a des pays qui veulent jouer leur carte et qui ont envie de s'émanciper de la Côte d'Ivoire, du leadership ivoirien dans le cadre de la France-Afrique. Et le Mali a voulu tirer son épingle du jeu en exacerbant cette dissension, cette césure-là. Aujourd'hui, vous avez 3 chefs d'État qui sont arrivés. Pour ma part, personnellement, c'est du folklore. Il n'y a rien de véritablement concret dans ce qu'ils viennent rechercher. De ce qu'ils recherchent, ils ont une feuille de route qui a été arrêtée depuis Paris, depuis New York. Et cette feuille de route, ça suit un agenda secret. Et cet agenda secret vise essentiellement la déstabilisation du Mali. Mais puisque il leur faut parfois avoir un peu de temps, ils veulent amener le Mali à croire qu'ils recherchent un dénouement à cette situation. Il n'y a pas de véritable recherche de dénouement à cette situation. Il y a simplement une CEDEAO de traîtres qui sont en train de jouer la carte de l'étranger et en attendant de pouvoir trouver la faille pour réaliser leur sombre dessein. Ceci n'arrivera pas. Ceci n'arrivera pas. Pas parce que nous croyons simplement à la providence, mais parce que actuellement, le mouvement des peuples de la CEDEAO vise à déjouer ce complot. Ce qui s'est passé au Burkina augure ce qui va se passer au Niger et préfigure ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et quand ces choses se passeront, les renversements démocratiques, révolutionnaires de ces pouvoirs, quand ça va se réaliser, vous verrez que cette affaire trouvera un dénouement heureux. Professeur Mbelek, en quelques mots, que doit-on attendre de cette médiation? Rien du tout. Comme co-panélistes, que ce soit ce Zoom ou Jonathan ici, ils l'ont dit, il n'y a rien de bon. Rien, et si on peut attendre beaucoup de choses mauvaises qui ne nous plaisent pas, mais rien de bon. Mais j'aimerais dire quelque chose, parce que c'est la fin de la conclusion, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, en guise de conclusion provisoire, ça n'en finira pas. C'est number 1. Du courage, les jeunes militaires. Donc, vous connaissez votre métier, on a vu que vous êtes des forces spéciales.
vous aurez à avoir le dessus, parce que vous avez le peuple avec vous, et toute l'Afrique panafricaine, du continent et de la diaspora avec vous. Beaucoup d'États qui ne se prononcent pas aussi clairement dans les médias sont avec vous, vous le savez. Et prenez contact avec vos frères du Mali, qui sont vos frères en réalité, en même temps vos frères d'armes. Prenez contact à travers ceux du Mali qui sont censés coordonner tout ce qui passe dans la sous-région maintenant pour la lutte, le triomphe du panafricanisme en Afrique de l'Ouest. Et donc ils vous mettront aussi en contact avec la Guinée. Renforcer cette unité-là. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure parce que j'étais un peu trop rapide. Les 3 pays réunis, Mali, Guinée et Burkina Faso, je le redis, font un peu plus de 57,5 millions d'habitants. Alors ce n'est pas le double de la Côte d'Ivoire et du Niger, mais c'est le double de la Côte d'Ivoire. Et c'est 2,2 fois le Niger. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que vous allez constituer une force vis-à-vis de ces 2 États de la France-Afrique, dans lesquels l'opposition ne manquera pas, que ce soit pour alimenter le terrorisme ou que ce soit pour créer la déstabilisation. Sachez que vous êtes en guerre avec ces 2 États-là. Ce n'est pas des frères. Oui, c'est des frères, si vous voulez. Mais c'est pas actuellement, la fraternité n'existe plus, puisque c'est la guerre. J'ai dit qu'on peut faire la guerre à ses frères. Et nous devons avoir le dessus. C'est pour le triomphe de l'idéal panafricain et la bonne vie des générations futures en Afrique. On ne peut pas continuer à faire la mal-vie en Afrique. C'est pas normal. Le président Madakali l'a rappelé ici hier. L'homme est né en Afrique. Sans l'Afrique, rien de bon ne se fait. Il n'y aurait même pas de vie du tout sur le plan humain dans le monde entier. Il faut donc que l'Afrique retrouve un standard de vie, comme disaient les gens de l'Union des populations du Cameroun. Il faut une élévation du standard de vie des Africains. On ne peut pas nous traiter toujours comme des animaux, des meubles. Non, il faut arrêter ça. Donc, constituer une force. Cette force va permettre de libérer la Côte d'Ivoire et le Niger. Et M. Bazoum vous a promis à Ménaka. Bon, maintenant, ça va échouer, justement. Ça va échouer. Voilà. Lui-même va tomber. Il a promis parce qu'ils sont en train de préparer des sales coups. Donc, constituer une force. Ne restez pas isolés face aux colons qui, lui, constituent une force. Il y a l'OTAN, il y a tout ça, c'est trop. Donc, constituer une force. Et les autres pays d'Afrique, y compris en Afrique centrale, sont derrière vous. C'est ce que je voulais dire. Constituer une force. Vous n'êtes pas seul. Et cette force encouragera d'autant plus les soutiens. Ils seront plus visibles que vous le pensez. Pour l'instant, tout ça est un peu donc, comme si c'est dans le non-être, le noun. Mais en réalité, ça va devenir visible. Ré va faire... Ré, c'est l'Égypte ancienne, hein, c'est notre culture. Hein. Ré va faire son apparition si vous constituez une force. Ankh, Oudja, Séneb, vie, force, santé, dans cet ordre-là. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci infiniment, professeur Mbelek, pour votre participation, pour votre présence ce soir. Vous êtes astrophysicien, mais également panafricaniste. Monsieur Batengene, merci infiniment pour votre disponibilité. Vous êtes sociopolitiste. Général Issa Diawara, une fois de plus, merci pour votre présence dans le cadre de ce programme, Mérite panafricain des Premières Dames. Vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. On n'oublie pas Monsieur Ngoutou Béanzin, qui est activiste panafricaniste. Merci pour votre disponibilité, pour votre participation. Ce soir, Monsieur Nestor Podassé, activiste panafricaniste du côté du Burkina Faso. Merci infiniment de répondre toujours présent lorsque Afrique Média vous contacte. C'est ici que nous mettons justement la clé sous le paillasson. Merci de l'avoir suivi. Merci infiniment à tous les internautes pour leur participation active sur nos différentes plateformes. Le combat continue sur Afrique Média. Libération totale de l'Afrique, éveil considérable des consciences. Au revoir.